Rendez-vous, je vous en ai parlé, c'était donc en 2018 déjà, donc ça fait un moment. Je vous referai la petite photo pareil. Hein, on reconnaîtra un peu moins les visages, je pense, cette année. Ça sera quand même sympa. C'était donc en 2018, je faisais une présentation de l'historique de Cyril. J'expliquais un petit peu la dernière version. À l'époque, on était à la 0.9.9. Honnêtement, ça me paraît être vraiment préhistorique. C'était il y a longtemps. Elle venait juste de sortir, c'était une époque où on avait implémenté les scripts. Les scripts, je pense que vous connaissez tous du coup, parce que c'est un petit peu ce qui a fait apparemment le succès. C'est pas ce que j'aime le plus utiliser, mais c'est ce qui a fait le succès, parce qu'effectivement, on clique sur un truc et tout se fait tout seul. Alors on peut partir bosser, on peut se faire un café, on peut aller se coucher, et le traitement se fait. Donc ça avait été implanté dans la version 0.9.9. Donc voilà. C'était une conf qui avait eu beaucoup de succès, qui avait bien marché, on était bien contents. Donc voilà, une salle pleine, un peu comme aujourd'hui en fait, hein. Il faisait aussi chaud je crois d'ailleurs. Et une communauté d'utilisateurs qui était balbutiante, quoi. C'était plutôt pas mal. Depuis, voilà, il s'est passé 2-3 trucs, pas toujours agréables, et ce qui fait que on s'est un petit peu mis, enfin moi un petit peu sur un coup de tête d'ailleurs à l'origine, à tout changer. Parce que j'étais parti, une petite idée d'écrire un livre un petit peu sur Cyril, puis plus j'écrivais des trucs et moins ça me plaisait. L'allure graphique, il y avait des choses qui me plaisaient pas. Donc j'ai tout arrêté et puis j'ai tout cassé. Et j'ai tout cassé le code, j'ai tout cassé l'allure graphique de Cyril. De toute façon, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Et je me suis dit, on va se lancer dans une nouvelle branche qui est la branche 0.99. Alors là, je sais que les amis se moquent beaucoup de moi avec les numérotations, hein, je vous rappelle, mais ils me disent que dans 10 ans, on en sera à la 0.99.99. Non, ça ne sera pas comme ça. Mais on s'est lancé dans cette branche et en fait, en numérotation, ça veut dire c'est la branche qui est juste avant la 1.0 en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer la 1.0, mais elle n'est pas prête, donc on l'appelle 0.99. Donc en fait, on a entièrement refait l'interface graphique, vraiment, pour que ce soit plus joli, plus user-friendly, comme on dit. On a intégré aussi quelque chose qui était demandé depuis très longtemps, hein, parce qu'à l'origine, quand Cyril a été fait, c'était prévu pour utiliser des images en 16 bits, comme un peu Iris qui utilisait des images 16 bits mais signées. Nous, on utilisait du 16 bits non signé, et donc avec toutes les limitations qui vont avec, évidemment. Et on s'est lancé dans faire le 32 bits. Donc ça a été un long travail, un travail de longue haleine, vraiment à tout déconstruire pour tout reconstruire, hein, parce que quand on a des dettes comme ça, technologiques, il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est beaucoup de boulot, mais on y arrive à force de travail. Le code a été énormément optimisé, accéléré. Alors là, il y a des contributeurs qui nous ont aidés. Hein, je ne sais pas si vous connaissez les logiciels libres un peu, notamment GIMP, ou des logiciels comme Rotherapy, où il y a des développeurs qui nous ont aidés à optimiser les codes. Donc ça arrive vraiment, vraiment beaucoup plus vite. On verra un petit peu après les graphiques qui vous le montrent. Et puis également, on a un nouveau membre qui nous a rejoint très récemment, qui est dans la salle, qui est là-bas, qui est une fille. Voilà. Donc nous pouvons nous targuer d'être une équipe où nous avons 33% de femmes dedans, pas loin de la parité quand même, c'est plutôt pas mal. Donc, et Cécile a beaucoup bossé pour sa version 1.0, donc la partie des applaudissements qu'il y aura aujourd'hui lui reviennent aussi également à un tiers facilement pour elle, un tiers pour Vincent, parce qu'elle a énormément travaillé, mais ça on va voir par la suite. Voilà un petit peu les différentes versions donc, de cette fameuse bêta 0.99. La première qui est sortie, c'était la 0.99.4. Si je sortais une 99.2, c'était crashland, donc on a évité. Donc la 99.4, on a distribué sous Windows, sous Linux, sous Mac. Elle a apporté la nouvelle interface graphique, le support du 32 bits, les scripts universels, hein, toujours. Et des packages, donc cette fois-ci macOS, Windows qui était fait de façon entre guillemets un peu plus industrialisée, c'est-à-dire de façon automatique, ce qui nous soulage un petit peu, qui est censé nous soulager dans le boulot, parce qu'en fait avec macOS rien n'est jamais simple, rien n'est jamais vraiment automatique. Et puis voilà, les versions sont enchaînées assez rapidement de août à septembre, là c'était assez rapide, on passe à une 0.99.6. Généralement quand c'est aussi rapide, c'est-à-dire qu'on s'est bien glandé et qu'il a fallu corriger des trucs. Voilà, on a amélioré au niveau de l'interaction des images énormément, on a corrigé beaucoup de bugs. En février 2021, on sort la 99.8.1. Alors là, ça c'est pareil, quand il y a un quatrième numéro qui arrive, c'est parce qu'aussi on s'est bien viandé juste avant. Donc là, nouveau site, on a commencé à travailler sur l'astrométrie, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur d'améliorer un petit peu l'interface pour l'astrométrie. Parce que quand on
Quand on est capable de gérer une photo à son astrométrie, on est capable de faire plein de choses. Et notamment, je pense à Maxime, mais ça peut nous aider pour des panneaux, pour des mosaïques à long terme, parce qu'on peut imaginer faire de la mosaïque, pas 100% avec de l'astrométrie, parce que sur les bords, bon, il peut y avoir des distorsions, et tout comme ça, mais ça peut être un outil vraiment qui peut aider pour faire des mosaïques. Donc, quelque chose qui me tenait à cœur, mais voilà. Quand on veut faire des fonctionnalités, il faut toujours d'abord s'attaquer sur les petites fonctionnalités satellites qui vont nous aider après à venir faire des grosses fonctionnalités. Notamment l'astrométrie a été essentielle pour faire l'étalonnage de couleurs par photométrie. Attention, on ne confond pas photométrie et astrométrie. Mais l'astrométrie est nécessaire pour reconnaître les étoiles et faire de la photométrie sur les étoiles. Cette version, elle a vu aussi une refonte de toute la partie conversion de l'export avec une optimisation, ça allait plus vite. J'aime bien quand ça va plus vite, généralement, on essaie de faire aller les choses plus vite. Plus d'interactions graphiques ou des optimisations. La 99.10, donc celle qui est là actuellement, eh bien, on a travaillé un petit peu, là c'est là où Cécile est vraiment arrivée à fond. On a introduit des algorithmes, notamment un algorithme d'alignement sur 2-3 étoiles. Celui-là, alors, bon, Stéphane Gonzalez n'est pas là, il était là hier et ce matin, mais il a dû partir. Stéphane Gonzalez, que certains connaissent sous le nom de Exaz, qui fait du ciel profond rapide, nous a dit qu'il aimait beaucoup cet algorithme parce que ça lui a permis de franchir des limites en ciel profond rapide, justement. On fait un alignement sur 2-3 étoiles qu'on a choisies et on laisse tourner le truc et ça nous aligne nos images. Et pour le ciel profond rapide, effectivement, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'aligner des images là où en global on n'arrivera pas à détecter parce que c'est noyé dans le bruit. Quand on est vraiment à une limite où le signal sort à peine du bruit, ce genre d'algorithme marche plutôt pas mal. Parce qu'on les sélectionne les étoiles à la main. Bon, après, plein d'autres petits trucs qu'on a rajoutés, des nouveaux algos de rejet qu'on essaie de faire assez régulièrement. Une refonte de la normalisation, histoire d'aller plus vite et mieux. Et puis une petite nouveauté sympa donc ajoutée par Cécile sur les offsets synthétiques. Donc, parce qu'effectivement, les offsets synthétiques, je sais que les gens, beaucoup ces temps-ci, aiment beaucoup faire des dark de flat. On finit par faire des dark de flat, je ne sais pas. Mais non, les dark de flat, honnêtement, quand on a un flat qui dépasse pas 5 secondes, qu'on n'a pas d'enveloppe, ça ne sert pas à grand chose. Franchement, je vous dis, même faire un offset, ça ne sert pas à grand chose. Un offset, c'est quelque chose d'homogène. Honnêtement, autant enlever juste le niveau. Et Cyril permet ça, ça évite d'ajouter du bruit. Et au moins, on est tranquille, et puis ça fait toujours des photos qu'on fait en moins, on préserve notre appareil photo. Il faut juste connaître une bonne fois, quand on a un APN, on connaît une bonne fois pour toutes le niveau de ces offsets. Ça c'est facile, on fait un offset, on regarde la médiane. Et c'est le nombre qui est une puissance de 2, le plus proche. Et on sait qu'après on connaît son nombre d'offsets, de level d'offset, et qu'on doit supprimer, qu'on doit soustraire. Donc voilà, une fois qu'on sait ça, c'est facile, et je conseille à tout le monde d'utiliser. Alors, effectivement, dans les scripts automatiques, ça ne le fait pas, parce que c'est dépendant de chaque APN. Et c'est à l'utilisateur d'abord de trouver son niveau à soustraire. Et je vous dis, pas que les scripts dans la vie, on peut vachement faire un pré-traitement facilement sans les utiliser. Et si vraiment on veut, on peut le rajouter dans les scripts. De toute façon, il n'y a pas de problème. Il faut juste mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Voilà, pour vous montrer l'évolution graphique, ça c'est juste pour un peu se répéter. Bon, effectivement, donc la version 06, c'est une vieille version, la version que les gens ont commencé à connaître, puis la version actuelle, avec un thème sombre qui est un peu plus sympa pour les yeux. On a intégré de nouvelles fonctionnalités dans cette 99, comme je vous disais, notamment quelque chose qui a plu à pas mal, je crois. Bon, on est loin d'être le seul logiciel à le faire, ils font tous d'ailleurs maintenant. C'est l'étalonnage par photométrie, donc on fait une astrométrie sur une image. Le fait de connaître l'astrométrie, eh bien, on est capable de connaître la position des étoiles. Si on connaît la position des étoiles, on les compare au catalogue. Dans les catalogues, on est capable de récupérer des indices photométriques qui ont été faits de façon très précise. Et grâce à ça, on est capable de refaire la colorimétrie de l'image. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'avoue que c'est assez bluffant. Ça marche quasiment tout le temps. Là, voilà, les offsets synthétiques, comme je vous disais. Donc, un offset, c'est une image qui est vraiment très uniforme, on peut tout à fait s'en passer et ainsi éviter d'ajouter du bruit à l'image.
possibilité de soustraire un niveau. Donc vous voyez ici, en fait, on utilise l'offset. J'ai écrit égal 2048, c'est le cas pour mon appareil photo. Et bien tout simplement, il va utiliser un offset synthétique. Donc c'est pas bien compliqué, au lieu de charger une image, et ben, on écrit juste égal le nombre d'ADU qu'on veut enlever, et ça fait tout seul. Il y a un super tuto qui a été écrit là-bas, et que je vous conseille d'aller voir. De toute façon, tous ces tutos sont accessibles sur notre site internet, qui est en anglais et en français. N'ayez pas peur si vous voulez, quand vous vous connectez, vous voyez en anglais. En haut à droite, vous pouvez cliquer et mettre tout le site en français. Ne vous inquiétez pas, on écrit quand même en français. Ce qui est bien dans Cyril, c'est que non seulement il y a des gens qui intègrent l'équipe et qui nous aident beaucoup, mais il y a aussi des gens qui font des aides occasionnelles, des contributions occasionnelles. Notamment, j'ai l'exemple ici pour des capteurs X-Trans. Je pense que vous avez tous entendu parler des capteurs X-Trans qui sont à s'arracher les cheveux parce qu'ils n'ont pas de matrice Bayer comme on connaît, les RGB. Eux, c'est des matrices 16 par 16 et c'est un petit peu plus chiant à gérer. Et en plus de ça, ils ont la fâcheuse tendance à, pour certains modèles, générer un espèce de, vous voyez à gauche, un pattern dû à l'autofocus en fait de l'appareil. Et quand on fait un dark, on se retrouve avec un joli carré. Et ce joli carré, si on soustrait le dark, il va se retrouver sur tout le light. Et on ne veut pas ça. Et moi, honnêtement, j'étais pas au courant de ce problème. Je n'utilise pas les X-Trans. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a approché en disant oui, moi j'ai des X-Trans, j'ai ça et tout. Je veux bien vous aider à essayer de résoudre le problème. Et donc, il nous a codé, on a réfléchi ensemble, il nous a codé un petit algorithme. Et donc, c'est le fameux bouton que vous pouvez voir dans l'interface qui est, je pense que ça s'appelle en français, mais fixe X-Trans en fait. Et ça résout, on coche ça et ça nous enlève le carré qu'il y a sur tous les darks. Et éventuellement offset. Il n'y a plus de problème de méchants carrés dessus. Voilà. C'est bien. Je sais que sur PixInsight, il y en a qui utilisent du coup Pixelmath pour l'enlever. Là, il y a juste un clic et ça vous fait tout le truc. Voilà, donc vous pouvez utiliser des X-Trans, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, je vous parle depuis tout à l'heure de 1.0.0 parce que effectivement, je vais profiter de la journée d'aujourd'hui pour lancer officiellement la version 1.0. Alors, c'est un peu triché, c'est pas la vraie 1.0, c'est celle qu'on appelle la RC1. Alors qu'est-ce qu'une RC1? C'est une relèse candidate. C'est une candidate possible à être en 1.0. En gros, si dans l'heure qui suit, j'ai pas trop de mails pour me dire c'est une erreur, ça fait planter, non, on va dire c'est dans les 3 mois qui suivent, on n'est pas trop harcelé, on va corriger des petits bugs, on rajoute plus aucune fonctionnalité, on rajoute les petits bugs, les petites remontées qu'on aura, et d'ici la fin de l'année, il y aura une vraie version 1.0. Donc, si tout va bien, on va faire ça ensemble. Hop. Ça marche bien. Voilà, donc je clique là-dessus et d'ici 5 à 10 minutes, le site sera à jour, voilà, et c'est fait. Et la version 1.0 vient d'être donc relâchée dans la nature. Ça fait plaisir, hein, c'est beaucoup de stress pour préparer ça, pour que ça soit correct, ça va planter en plus. Hein, donc, voilà, les feux d'artifice. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle contient cette version? C'est bien beau de la sortir, est-ce qu'elle a des choses nouvelles? Oui, elle a plutôt pas mal de nouveautés. Notamment dans l'astrométrie, un des gros points faibles, c'était l'astrométrie des grands champs. Ça plantait régulièrement. Mais pourquoi? Parce que c'est compliqué en fait, un grand champ, et là je pense que Maxime il en sait quelque chose. Les distorsions dans les bords, on en a très vite. C'est très rapide avec les objectifs, même avec le meilleur objectif du monde. Si on prend une photo à moins de 50 mm, on a des distorsions. Et faire de l'astrométrie là-dessus, c'est compliqué. Il faut prendre des modèles mathématiques, ça existe, hein. Il faut prendre des modèles mathématiques plus compliqués, et bon, c'est un peu plus pénible. Du coup, nous, avant d'inclure vraiment les distorsions, chose qu'on fera, on a un peu contourné le problème, on a été malin. On va être capable de faire de l'astrométrie sur des objets particuliers dans l'image. Et pour ce faire, il va falloir faire une sélection de l'objet. Vous voyez ici, on est dans la Voie lactée, on a M8 et M20 qui sont là. On fait une sélection autour de M8, hop, et tout simplement, on va aller dans la case, dire qu'on fait sur M8, et puis c'est tout, quoi. On va le faire dessus, même si l'objet est excentré, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est une bonne nouveauté qu'on a introduite. Également, si l'objet au cas où se trouve au centre, ce qui se passe, c'est que le recadrage se fait quand même automatiquement en fait, sur le centre pour aller plus vite. Parce que l'astrométrie sur des images grand champ, ça peut prendre longtemps et on n'aime pas ça. Alors que si on fait l'astrométrie juste sur une petite partie, ça marche tout aussi bien. On peut facilement extrapoler le reste.
sous couvert qu'il n'y ait pas trop de distorsion, et ça c'est une autre partie, on en parlera peut-être plus tard. Mais bon voilà, donc ça, une des premières nouveautés. Donc je compte sur vous pour la tester et nous faire des remontées là-dessus. Également une meilleure gestion des infos WS. Alors qu'est-ce que c'est WS? WS, ça veut dire World Coordinate System. C'est en fait les infos contenues dans l'image qui permettent au logiciel de se repérer à niveau astrométrie. En fait, en gros, voilà, une matrice ici, une matrice CD, hein, on donne ça au logiciel et en fait il sait où on est dans notre image. Voilà. C'est juste une petite matrice qui permet de faire ça. Et bien généralement, il y avait un petit problème qui se passait souvent, c'est que quand on faisait notre petite astrométrie, souvent on avait envie de recadrer après. Et quand on recadre, bah mince, on perd toutes ces infos d'astrométrie. Et ça, c'est un peu pénible. Et donc on a travaillé là-dessus pour que justement les opérations géométriques permettent de conserver toutes les infos WCS dans l'entête du fichier. Que ça soit du recadrage, de la rotation ou miroir. Je vous montre ici un petit exemple avec le miroir, c'est quelque chose de très simple à faire en fait, hein, juste une petite modification de signe dans la matrice CD. Quand il s'agit de faire un crop, un recadrage d'un objet qui est excentré, c'est une autre paire de manches. Mais maintenant c'est possible, vous recadrez votre image, il n'y a pas de souci, vous ne perdez absolument pas les infos astrométriques. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, également, on continue dans l'astrométrie, on a amélioré nos annotations et notamment on a rajouté des grilles célestes et une petite boussole. Une petite boussole qui montre le nord. Elle ne crie pas c'est le nord, mais elle montre le nord. On peut la mettre où on veut, on peut l'enlever, on peut. Voilà. Donc grille de coordonnées, boussole, partage avec la fonction. Alors oui, on a toujours la fonction capture d'écran pour partager, mais cette fois-ci on peut soit enregistrer la capture d'écran dans un fichier unique, soit le copier, ça c'est apparemment pour les Windowsiens c'est plutôt pas mal, la copier dans le presse-papier et faire un CTRL-V où on veut, notamment sur un forum ou quoi, et ça marche direct. Les annotations sont paramétrables dans les préférences. Alors je vous invite à vraiment aller voir ce qu'il y a dans les préférences, parce que des fois, nous, il y a des trucs, pour nous c'est évident, mais en fait c'est caché dans les préférences, et voilà. Vous voyez qu'il y a la partie astrométrie dans les préférences, vous pouvez choisir le catalogue que vous voulez afficher. La boussole, la position de la boussole, également le World Coordinate System, alors ça, bon, c'est un peu plus compliqué, vous n'avez pas besoin de le changer, mais en fait il existe plusieurs formalismes. J'ai mis celui qui est le plus utilisé par les gens, qui n'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui est le plus utilisé, donc je ferai comme ça. On voit également que dans les catalogues, il y a un catalogue utilisateur, arrivé d'un nouveau catalogue utilisateur. Parce qu'en fait, Cyril permet, si on veut, annoter des objets qui existent dans des catalogues, mais des catalogues peu connus, eh bien on peut quand même le faire. Alors, on peut à peu près ajouter, je pense, n'importe quel objet, pourvu que Visier le reconnaisse, et Visier, c'est un catalogue qui a quand même plutôt pas mal de choses. Alors comment ça marche? Vous faites une sélection autour d'une étoile, par exemple, et là, vous faites clic droit ou CTRL majuscule slash. Mais avec le clic droit, vous avez un petit menu chercher objet. Et là, vous mettez le nom de l'objet, si vous le savez. Le truc, c'est qu'on le sait, on le connaît peut-être pas, cet objet. Alors, si on ne le connaît pas, on va faire autre chose. Je vais cliquer sur chercher un objet, on va cliquer sur PSF. En haut. On va faire la PSF de l'étoile, mais c'est pas ça qui veut nous intéresser. Parce que dans la PSF de l'étoile, il y a aussi d'autres trucs, des informations photométriques, et il y a les coordonnées du centroïde. Et il y a aussi un bouton en bas, alors là, on voit pas très bien là-dessus, mais il y a marqué plus de détails. On clique dessus, et là, ça nous envoie, je pense que je parlais, sur le catalogue Visier. Et on a le nom de l'étoile. Donc HD 220057. On prend le nom de l'étoile, on le marque dans la petite fenêtre qu'on avait tout à l'heure, on valide, et l'étoile s'affiche. Voilà. Et donc ça va nous créer un petit catalogue utilisateur qu'on se construira au fur et à mesure de ces photos, quoi, et qui restera visible. On peut le purger si on a envie de le supprimer, mais si on s'en construit un, c'est aussi... voilà. Si par exemple il y a des découvertes des milieux planétaires, vous pouvez vite rentrer le vôtre après. C'est juste un simple fichier texte à éditer, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça c'est pour les ajouts au niveau du catalogue utilisateur. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur les algos déjà existants. Alors, ces derniers temps, on avait fait beaucoup de changements au niveau de la détection des étoiles. Alors, des changements pas toujours heureux, comme je marque. Hein. Détecter une étoile, c'est quelque chose de complexe. Ça paraît simple. Notre cerveau, il est très performant pour ça, en fait. Notre cerveau, on voit tout de suite ce qui est une étoile, ce qui n'en est pas.
D'accord. Informatiquement, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile parce qu'on peut avoir des petites tachouilles qui ressemblent énormément. On peut avoir les pixels chauds qui biaisent aussi complètement l'analyse. Ouais. Détecter des étoiles, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc sur cette version, on a vraiment essayé de retravailler là-dessus. On voit une différence donc, sur une même région de ciel, la version d'avant et la version actuelle, où on n'a plus de fausses détections. Comme on peut voir par exemple, vous voyez ici où on a des fausses détections, on ne sait pas pourquoi il y avait cette grosse tâche là, mais c'était marqué comme une détection. Et ça pouvait léser complètement l'algorithme parce que c'était quelque chose de gros, donc qui est pris en priorité, et qui pouvait des fois empêcher d'aligner les étoiles ou empêcher de faire de l'astrométrie. Donc on a énormément travaillé là-dessus avec un algorithme qui est beaucoup plus adaptatif en fonction de la taille des étoiles maintenant et qui marche beaucoup mieux, quitte à ne pas prendre toutes les petites tachouilles, mais à privilégier les grosses étoiles. Et ce qui au final, c'est ce qu'on veut dans un algorithme de détection, hein, c'est privilégier les bonnes grosses étoiles dont on est sur ces étoiles plutôt que les petites tachouilles qui sont des fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, donc un gros travail là-dessus a été fait et normalement cette version 1.0.0, je devrais plus entendre de gens dire ça n'aligne pas. Ou alors c'est qu'il y a un autre problème. Mais non, je pense que ça ne marche pas vraiment beaucoup mieux. Également dans la même veine, on peut, alors ça c'est un peu plus technique, mais on peut choisir le degré de liberté. Alors qu'est-ce que c'est le degré de liberté? Le degré de liberté, c'est la possibilité qu'on va offrir à l'image de se transformer. Plus il y a de degré de liberté, plus on peut chiffonner notre image pour la faire matcher avec l'image d'origine. D'accord? Par défaut, on utilisait une transformation de type homographique. L'homographie, il y a 8 degrés de liberté. C'est énorme. Des fois, dans certains cas, quand les photos sont plutôt pas mal, quand le matos est plutôt pas mal, c'est trop. C'est trop parce que ça permet trop justement de flexion, trop de liberté, et on va obtenir un alignement qui pourrait être meilleur en réalité. Parce que les degrés de liberté qui sont en trop, ils auront utilisé un petit peu de déformation qui n'était pas utile au final, et on n'aurait pas forcément la meilleure image. Donc c'est pour ça que maintenant on va proposer plusieurs types d'algorithmes d'alignement pour faire ça. Donc il y a ce qui est un des plus connus, c'est la translation, hein, translation en X en Y, donc selon chaque axe, donc c'est 2 degrés de liberté. Une similitude, 2 translations, une rotation et un changement d'échelle. Une application affine, 2 translations, une rotation et 2 échelles et un cisaillement. Et puis il y aura toujours évidemment qui sera par défaut l'homographie. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez des images s'alignent et puis surtout qui s'alignent mal et qui ont une forme toute bizarre, ça peut arriver, bah, n'hésitez pas à descendre, à aller dans des degrés de liberté un peu moindres. Ça peut améliorer. Voilà. L'avantage, un des joyeux côtés d'avoir changé l'algorithme de détection d'étoiles, on s'en est rendu compte après, c'est que cette version est probablement la plus, enfin c'est pas probablement, c'est la plus rapide des versions qu'on a faites. Alors juste par comparaison, ici c'est on a le temps de calcul en secondes, là on est en capteur mono, ici en capteur couleur, et on voit ici, donc ça c'est la version 0.9.12, et ici c'est la 1.0 RC1, et donc vous voyez que le temps est plus court. Ici on a la actuelle, la 0.9910, et donc vous voyez que la 1.0 est vraiment plus rapide. C'est flagrant sur les capteurs mono, un peu moins sur les capteurs couleur, mais quand même, elle est plus rapide. Donc, on aime bien quand c'est plus rapide, bah, cette fois c'est vrai, c'est plus rapide. On a rajouté aussi pas mal d'outils de mesure, dont un principal pour mesurer le titre. Alors ça c'est plutôt sympa, hein, Valentin. Ça permet de voir si on a du titre dans les images. C'est une fonctionnalité qui a été, en fait, c'était Michel Collard-Colmic, je sais pas si... T'es là? Je te vois pas. Ah, t'es là. C'est lui qui m'a suggéré l'idée, en fait, parce qu'il utilisait Astap, qui avait introduit cette fonctionnalité. Et du coup, il m'a demandé de l'intégrer si c'était possible. Je dit ouais, oui, pourquoi pas. Si c'est faisable, faisons-le. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me permet de voir, tout bête, mais que sur mon Canon 58 mm, donc, qui est normalement un petit objectif, on n'est pas censé avoir de tilt, et il a un tilt énorme.
je ne sais pas pourquoi, mais au moins ça me permet. Ça ne résout pas le problème, mais ça montre qu'il y a un problème au moins. Donc voilà, alors plusieurs façons de le faire, soit en ligne de commande dans Cyril, on tape tilt tout simplement, et puis vous avez ce joli graphique qui s'affiche, ou alors dans la fenêtre qui s'appelle PSF Dynamique, dans laquelle on allait déjà pour faire quelques réglages, il y a un bouton dédié qui a ce joli quadrilatère dessiné, et on peut calculer le tilt. Alors qu'est-ce que ça montre? Ça montre que plus on a ce quadrilatère qui va être de forme carrée, moins il y aura de tilt dans l'image. Parce qu'en fait, ça calcule la FWHM, donc la largeur à mi-hauteur des étoiles, dans les 4 angles. Ça fait la moyenne, et ça nous dessine ce joli truc. Et puis ça va la calculer aussi au centre. Et donc, évidemment, si elle est identique de partout, on n'a pas de tilt, on est super content, tout va bien. Et on a en console l'affichage suivant, donc étoile, ça nous dit combien d'étoiles. Alors si vous voyez étoile 10, c'est mort, vos calculs, ça vaut pas un coup. Il faut vraiment imaginer au moins avoir 200 étoiles pour que ça commence à faire quelque chose, et qu'elles soient uniformément réparties aussi. Si on ajoute un gros pâté d'étoiles en bas à droite, ça sera pas terrible. Alors ça nous donne la moyenne tronquée, donc moyenne tronquée c'est un mot pompeux pour dire qu'on a viré toutes les valeurs aberrantes. Ça nous donne la moyenne, donc 3,6. Le tilt du capteur, ça nous sort un pourcentage. Et on a estimé, après de nombreuses heures à réfléchir, à se creuser la tête, que si c'est plus de 10%, on peut considérer qu'on a des problèmes de tilt, grosso modo. Entre 10 et 20, c'est pas non plus catastrophique, mais il commence à y avoir un petit problème de tilt. On a également un indicateur d'aberration hors axe. En fait, ça compare la FWHM au centre et sur les bords. Ça peut être aussi un outil intéressant pour connaître. Voilà, donc, du coup, dans les petits points, c'est ce que je viens de dire à l'instant. J'ai rajouté aussi un petit bouton de photométrie rapide, parce que la photométrie était possible. Il suffisait de sélectionner une étoile, de faire clic droit PSF, et on avait de la PSF et en même temps de la photométrie. Maintenant, il y a juste un bouton qui a cette forme-là, vous voyez, de deux cercles verts avec un cercle orange. Vous cliquez dessus, vous pointez une étoile, bam, vous avez cette fenêtre et vous avez la photométrie de l'étoile. On a également ajouté un estimateur de signal sur bruit. Vous voyez l'avant-dernière ligne, signal sur bruit, qui donne un résultat en décibels. Et donc les décibels ne parlent pas à beaucoup de personnes, mais vous voyez qu'on a fait une échelle, c'est excellent si c'est supérieur à 40 décibels, bon si c'est supérieur à 25 et ainsi de suite. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée un petit peu de ce que vaut déjà dans un premier temps notre image, et de deux, la photométrie qu'on vient de faire. Si le champ d'étoiles est important, je vous invite à privilégier l'ancienne méthode pour faire la photométrie, parce que le truc va avoir du mal à pointer la bonne étoile. Donc vous faites une sélection manuelle de l'étoile, au moins c'est plus facile à savoir quelle étoile, sur quelle étoile faire les calculs. Voilà, donc ça c'est pour les outils, encore un peu d'analyse. On continue dans l'analyse, donc avec un gros travail fait par Cécile, et dans une optique d'analyse des images, et puis un peu pour le sel profond rapide aussi, et puis, pas seulement, mais c'est vrai que je pense que ça aidera beaucoup pour le sel profond rapide. On a une possibilité maintenant de tracer un petit peu tout en fonction de tout. Donc de tracer des données d'alignement et ou de photométrie. On choisit si on veut les données d'alignement ou les sets de photométrie. Pour la photométrie, il faut au préalable avoir fait une photométrie sur toute la séquence. C'est facile à faire, on fait une sélection d'une étoile, cette fois-ci, alors pas avec le bouton photométrie rapide, on fait une sélection d'une étoile, il faut qu'il y en ait une séquence de chargée, clic droit, PSF de la séquence, et on attend que ça le fait, et c'est assez rapide normalement, et on a toute une photométrie sur une étoile de la séquence. Et donc on va pouvoir switcher entre les données d'alignement, comme on voit ici, ou les données de photométrie. Bon là on n'a pas de données de photométrie dans l'exemple, mais bon, c'est possible. On va pouvoir trier les images par numéro d'image, ou on peut aussi maintenant faire des nuages de points, comme on voit sur le deuxième graphe, un nuage de points où on va exprimer la FWHM en fonction de la rondeur des étoiles. Et de fait, on va pouvoir voir si on a des images qui sont vraiment en dehors de ce nuage de points. Peut-être qu'il va falloir se poser la question de quoi en faire. Alors pour se poser la question de quoi en faire, on va pouvoir cliquer dessus et soit exclure l'image, soit l'afficher. D'abord, on l'affiche, et après, s'il y a besoin, on peut l'exclure. Donc il y a beaucoup plus d'interaction maintenant avec
avec la trieuse également. Vous savez qu'on a aussi une trieuse où on peut accéder à toutes les images de la séquence. Et bien voilà, il y a une interaction qui se fait de façon très importante entre le graphique et la trieuse. Voilà, je regarde là, l'ouverture des images donc, depuis le graphique est maintenant possible, c'est quelque chose qui nous avait été demandé, donc on l'a fait. On peut les ouvrir à partir du graphique, on peut évidemment les exclure. La sélection, la désélection en masse des images est aussi beaucoup plus rapide, parce qu'on peut, si on sait qu'on a un passage nuageux, par exemple quand on fait du ciel profond rapide, on ne va pas forcément arrêter l'écho si on a un passage nuageux, si on sait qu'il ne va pas durer. Par exemple, si c'est un passage de 5 secondes, on ne va pas l'arrêter, mais en 5 secondes, si on est à 500 millisecondes, on va faire moins 10 photos. Donc hop, on sélectionne les 10 photos, on les exclut, hop, ça c'est fait. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller jouer dans le graphique, à voir ce que vous pouvez faire. Les possibilités commencent à être plutôt pas mal. Voilà, et on arrive un petit peu vers la fin, la cerise sur le cupcake. On a introduit une première version d'un pixel math. C'est une première version. C'est donc, comme j'ai marqué, la puissance des maths au service de l'astrophotographie, c'est quelque chose qui, je sais, est beaucoup utilisé dans PixInsight, notamment dans la composition pour intégrer du H-alpha dans des couches rouges, par exemple. Alors, c'est une fonctionnalité qui est promise à évoluer selon les besoins. C'était vraiment le cadeau. En fait, c'est tout bête. J'ai fait des photos dernièrement avec beaucoup de H-alpha, ça m'énervait de ne pas faire ce que je voulais. Donc, j'ai intégré du pixel math dedans. Faire ce qu'en fait c'est très égoïste quand on fait un logiciel, c'est pour soi voilà. Du coup maintenant j'étais content, je pouvais intégrer mon H-alpha comme il faut. Donc voilà, c'est promis à évoluer en fonction des besoins, en fonction des retours qu'on aura. Ça fait 2 ans que vous voulez pas le mettre. Bah ouais, mais tu vois, j'ai un filtre H-alpha mais non donc ça marche, c'est assez simple, on peut charger, alors pour l'instant je limite à 10 images parce que je vois peu d'utilité avec plus, honnêtement, à part obstruer la RAM. On charge les images, on a les chemins des images. À chaque image, on peut associer un nom de variable, en fait. Le nom de variable doit être alphanumérique, ça ne peut pas être entièrement numérique, sinon ça pourrait être confondu avec un nom. Donc c'est, voilà, on peut HA si c'est du H-alpha, R si c'est du R, par exemple. Par défaut, il y a déjà des noms de variables qui sont donnés, il y a 1, 2 et 3. Voilà, et puis on définit des noms de variables, et on applique des formules, tout simplement, pour faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Les fonctions mathématiques suivantes qui sont relatives au pixel sont prises en charge. Alors on trouve toutes les fonctions mathématiques. Pour ceux qui ont des petites notions de C, c'est des fonctions en fait, qu'on trouve dans le C. Dans PixInsight, il y a les mêmes, je crois, c'est les mêmes noms. Donc on peut faire de l'addition, de la soustraction, de la négation, de la multiplication, division, de la puissance, de module, de l'inverse de pixels aussi. Voilà, après l'abscisse, la cosinus, je ne vais pas toutes les faire, mais on peut en faire pas mal. Les fonctions aussi, factorielles, combinaison, permutation. Et voilà un exemple de formule pour générer une couche rouge à partir de O3, S2 à chaque fois. Alors cette formule, je ne la sors pas de mon chapeau, je l'ai trouvée sur un site de PixInsight où ils expliquent à partir de H-alpha, S2 et de O3 comment obtenir une couche R. J'avais vu ça, je l'ai mis et ça marche, ça donne exactement pareil. Donc voilà, possibilité offerte. Dans le futur, les fonctions relatives à l'image elles seront intégrées parce que pour l'instant on ne peut pas faire plus une médiane de l'image, on est obligé de récupérer la médiane de l'image qu'on veut de façon séparée. Pour faire ça, il y a des fonctions dans les commandes, la fonction stat ou sexstat pour ceux qui ont envie de faire ça sur les séquences. Qui nous permettent de récupérer toutes les stats qu'on a envie sur nos images. Donc, même si pour l'instant c'est pas intégré dans Pixel Math, on peut quand même y avoir accès, c'est pas un souci. Voilà, également une petite modification, mais non des moindres, on a amélioré la façon dont on peut consulter l'aide, dont la façon dont est rédigé l'aide. Parce que je sais pas, peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais on a accès. Donc ça c'est la ligne de commande dans Cyril. Quand on tape une commande et qu'on appuie sur le petit bouton juste à côté ici, on a toute l'aide en fait qui s'affiche de la commande. Ça peut être utile quand vous voulez faire vos propres scripts. J'ai pris la pire commande qui puisse exister dans Cyril, fonction d'empilement stack, parce que elle a un nombre d'options impressionnantes, qui ne sont pas toutes obligatoires d'ailleurs.
Mais bon, voilà, avec l'explication de comment ça marche. N'hésitez pas à regarder, toutes les fonctions ne sont pas aussi compliquées que ça. Si vous faites avec tilt, par exemple, voilà, il y a 2-3 lignes qui expliquent comment marche la commande tilt. Et surtout, en fait, on nous dit si cette commande peut être utilisée dans un script. À chaque fois, on sait si oui ou non on peut utiliser cette commande dans un script. Voilà. Et bien, ça clôt complètement le sujet. Donc, je suis pas en retard, on aura le temps à des questions, c'est très bien. Donc, je rappelle, oui, effectivement, Cyril, c'est un projet libre et open source. Je suis attaché à ça, je n'aime pas spécialement quand on dit que Cyril est gratuit, parce qu'au final, c'est très mal définir. C'est un projet libre, tout le monde peut venir nous aider. Les sources sont ouvertes, sont disponibles à tous. D'ailleurs, c'est comme ça que Cécile est venue nous rejoindre, c'est comme ça que des contributeurs du monde entier viennent nous aider. Qu'il est d'ailleurs traduit en 10 langues, je crois, après c'est dont le japonais, le chinois. Donc voilà, c'est parce qu'il y a des gens du monde entier qui nous aident. Il y a plein de façons de soutenir, hein. C'est pas seulement les dons, même si ça fait toujours plaisir. On peut nous aider en faisant des tests ou des rédactions de tickets bugs quand on trouve des bugs. Bon, ça fait pas plaisir au début quand des gens nous trouvent un bug, hein, clairement, mais c'est important. La rédaction de tutos, de documentation, ça c'est... Voilà, si on trouve un chouette tuto, notamment cette chronique, ceux de Michel, on les met sur notre site, quoi, parce que au moins ça donne de la visibilité. On les traduit en anglais généralement, parce que ça donne encore plus de visibilité. Donc si vous avez des tutos sur un truc précis que vous avez envie de faire partager, n'hésitez pas, on les prend, on les mettra sur le site, et puis voilà, quoi. Et puis il y a la rédaction de documentation, bon ça c'est un peu le serpent de mer.